Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios Métro News LCI. Nous recevons aujourd'hui Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir avec vous sur plusieurs lois, propositions de loi qui font parler. On verra également ce que les députés socialistes peuvent apporter aux orientations présidentielles, comme le fameux pacte avec les entreprises, le plan d'économie de la dépense publique. Tout ceci sera évoqué avec Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI, et Christophe Joly, rédacteur en chef du quotidien Métro News, qui vous questionneront avec moi. Mais d'abord, une question qui vous concerne plus directement, vous, Bruno Le Roux. Depuis l'élection de François Hollande, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, ou François Rebsamen, votre homologue, à la tête du groupe PS au Sénat, se sont souvent démarqués des orientations présidentielles ou du gouvernement. Chez vous, rien de tel. Du coup, on s'interroge pourquoi eux se démarquent et pas vous. Mais ils peuvent le faire sans risque. Ils ont une parole qui est une parole peut-être un peu plus libre que la mienne. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas de groupe. Il ne vote même pas dans les textes. Du haut de son perchoir, il dirige les débats. Au Sénat, c'est un groupe un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le Sénat, on l'a vu ces derniers jours encore sur le cumul des mandats, qui a le dernier mot. Moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que le président de la République et le gouvernement aient une majorité. Et elle ne leur a jamais manqué. Il n'y a eu de ce point de vue-là aucun couac depuis 18 mois. Et il est vrai que j'ai une seconde caractéristique, c'est que quand je dis des choses, et je l'ai dit au Premier ministre et au Président. J'ai la chance d'être dans un rapport très régulier avec eux, et je n'ai pas besoin de passer par l'extérieur, encore que vous pourrez certainement m'interroger sur un certain nombre de textes où je vous dirai peut-être ce qu'est la position du groupe aujourd'hui, mais moi je ne suis pas partisan du rapport de force avec l'exécutif pour faire avancer les choses. J'ai assez de discussions sur le fond avec eux pour ne pas avoir besoin de faire quelquefois des saillies à l'extérieur. D'accord, alors vous avez évoqué la question de risque, vous dites eux peuvent le faire sans risque, ça veut dire que pour vous ce serait risqué, Ça veut dire que pour moi j'ai un groupe à gérer, j'ai 292 députés, une majorité qui attendent qu'on leur donne des directions, qui n'attendent pas que l'on soit ici dans une petite phrase, un petit mot. J'ai assez de députés que je vois de temps en temps, que je convoque. Que vous recadrez, que comme je on dit. recadre quelquefois, on me le dit, pour ne pas moi-même me lancer dans ce que je peux leur reprocher à quelques-uns. François Rebsamen, Frédéric président du groupe socialiste au Sénat, lui aussi un groupe à gérer. Alors, il a une parole plus libre alors que la vôtre, malgré le fait qu'il ait un groupe à gérer. Mais qu'appelez-vous une parole libre ? Une parole libre, c'est de remettre en cause... Cumul des mandats. Mais bien entendu, j'allais y venir. C'est pour vous de remettre en cause les orientations souhaitées par le gouvernement et souhaitées par les Français ? Mais moi, je ne veux pas remettre en cause cette orientation sur le cumul des mandats. Est-ce que c'est de la liberté aujourd'hui de dire non à un certain nombre d'avancées démocratiques, de dire non à des textes du gouvernement ? C'est pas une avancée. Alors, Moi, je préfère discuter sur le fond du programme d'économie avec le gouvernement. Je préfère discuter sur le fond de la direction qui doit être donnée très vite sur la fiscalité des ménages. Je préfère, et quand je dis il y a maintenant quelques jours que je souhaite que dès 2015, s'il y a un signe à donner, ce soit en direction des plus modestes, j'imprime là dans le débat quelque chose qui n'était pas pour l'instant une proposition du gouvernement, mais que je souhaite porter dans les prochaines semaines. On y reviendra, mais alors du coup, ça veut dire que, quand même, comme l'a dit Frédéric Delpech, François Rebsamen aussi a un groupe à gérer. Du coup, vous estimez que son attitude n'est pas constructive ? Non, il était là le patron des sénateurs socialistes qui, c'est vrai, était pour un certain nombre dans un comportement que je n'ai pas compris, qui était un comportement plutôt archaïque au Sénat, à ne pas vouloir ou à vouloir s'extraire de cette réforme sur le cumul des mandats. Et en cela, François Rebsamen a épousé, mais depuis longtemps, la majorité de son groupe. Il s'est trompé de combat, vous diriez ça ? Il a été avec la majorité de son groupe et son groupe s'est trompé de combat, oui. C'est une question de loyauté selon vous ? Non, du gouvernement non, parce que c'était connu à l'avance. On savait que le groupe au Sénat allait vouloir s'inscrire dans l'idée qu'on ne peut pas être sénateur sans cumuler parce que l'on représente les collectivités territoriales, ce qui est une mauvaise façon de voir les choses. D'abord parce qu'on peut très bien parler de beaucoup de sujets et être ancré sur un terrain sans pour autant cumuler, et tout simplement parce que cela fait apparaître une nouvelle fois le Sénat comme réfractaire à ce que sont les avancées démocratiques, à ce que sont les questions de renouvellement, de rajeunissement. Et je pense que ce n'était pas bon pour le Sénat. Le Sénat se fait beaucoup de tort à lui-même depuis maintenant plusieurs mois et je regrette Pourtant, ça. il est à gauche, le Sénat. Il y a une majorité de gauche aujourd'hui. Oui, il y a une majorité de gauche compliquée.
Vous savez, moi je sais la chance que j'ai à l'Assemblée nationale à avoir la majorité absolue uniquement avec mon groupe. C'est pas facile, mais en même temps, cela me donne des capacités qui sont des capacités à assurer cette majorité, à assurer du discours. Au Sénat, ce n'est pas la même chose, et je sais que François Rebsamen a fort à faire avec un Sénat qui est vu à gauche et qui pourtant aujourd'hui a connu des majorités assez hétéroclites qui ont donné des décisions baroques sur des textes ces derniers mois. Alors, Christophe Joly, oui, sur le management du groupe, toujours, entre guillemets. Vous avez succédé à Jean-Marc Ayrault, qui a longtemps été président du groupe socialiste à 15 ans. l'Assemblée. Qu'avez-vous retenu de son management de président de groupe PS ? J'ai essayé, d'abord, on n'est jamais semblables les uns les autres, mais j'ai vu Jean-Marc fonctionner quand nous étions dans la majorité. Ensuite, les 10 années d'opposition, je l'ai vu dans ces deux circonstances. Il était à l'écoute, ce que je cherche à faire. Moi, j'ai la chance d'être dans une circonscription proche de l'Assemblée nationale. Les députés savent qu'ils peuvent me voir du lundi au vendredi, que quand ils ont un problème en séance, il y a toujours une possibilité de rentrer. Donc, être à l'écoute. Et en même temps, moi, je leur dis, quand on est la majorité, et nous ne sommes pas simplement un groupe. Jean-Marc a présidé pendant 10 ans un groupe qui était dans l'opposition. Quand nous sommes la majorité, c'est des responsabilités en matière d'organisation, c'est des responsabilités en matière de message. Et donc, j'essaye de faire en sorte, mais là encore, en travaillant étroitement avec lui, d'assurer de la cohérence dans cette majorité. Alors comme lui, avant Matignon, vous n'avez jamais été ministre. Est-ce que vous y pensez parfois ? J'ai fait le choix. Est-ce que j'aurais pu, comme... un des proches de François Hollande, un de ses porte-parole dans la campagne, faire autre chose il y a quelques mois maintenant, 18 mois peut-être, mais la question ne s'est pas posée. J'avais dit à François Hollande, dès qu'il a été désigné aux primaires socialistes, que si nous gagnions l'élection présidentielle, je souhaitais, parce que je pense qu'on ne peut pas tenir, on ne peut pas faire un bon mandat sans avoir une majorité qui soit une majorité, qui ne pose pas de problème. Et ne pas poser de problème, ça ne veut pas dire ne pas avoir de débat. Et moi, j'essaye de faire en sorte que la majorité ne soit pas un problème pour François Hollande, mais qu'elle lui apporte des solutions. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas forcément toujours docile, ça veut dire qu'elle peut avoir un certain nombre de débats, mais ça veut dire qu'elle ne manque jamais. Jamais. Qu'elle est loyale avec le président de la République. Ça veut dire que vous êtes plus utile à l'Assemblée que dans un ministère ? Ça veut dire que pour l'instant, je pense être utile. Pour l'instant, je sais que la proximité que j'ai avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, fait que je suis dans un lien qui est un lien pour ma part, et je pense pour leur part, de loyauté, de fidélité, et en même temps de très grande proximité. Je m'amuse beaucoup. Et c'est peut-être pas le bon terme, mais ça veut dire que je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours que si jamais, parce que c'est une belle responsabilité que d'être ministre, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas être ministre quand on fait de la politique. Et moi, j'aimerais bien être dans un gouvernement dans le deuxième quinquennat de François Hollande. Et je me projette aujourd'hui peut-être comme un des premiers qui dit « Moi, j'accepte d'être là pendant 5 ans ». Et je fais le pari de la réélection à sa succession pour l'instant. Non, mais vous voyez bien que je formule là un souhait et vous me posez la question de mon avenir personnel. Moi, j'aimerais bien que dans un deuxième quinquennat, avoir d'autres responsabilités. Mais pour l'instant, je suis bien là où je suis. Alors, avant le prochain quinquennat, il y aura peut-être des remaniements aussi. Il y a des rumeurs, comme toujours, de remaniements avant ou après les municipales. Vous y croyez ? Et quel serait pour vous le bon moment pour un remaniement, s'il en faut un ? Là encore... On parle de remaniement régulièrement, c'est un serpent de mer de la politique dès qu'il y a une question, un problème. Moi, j'ai toujours pensé que s'il y avait d'abord un Premier ministre, l'expérience de ces dernières années montre qu'il peut faire maintenant dans le cadre du quinquennat un quinquennat complet. Et moi, c'est ce que je souhaite au Premier ministre, parce que s'il fait un quinquennat, ça voudra dire, je pense que dans les prochains mois, nous aurons marqué de notre empreinte par des résultats l'action que nous menons depuis 18 mois, que les Français s'en seront rendus compte, qu'ils en créditeront le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, et donc il n'y aurait aucune raison de changer. On pourrait faire bouger à l'intérieur d'un gouvernement, mais quand vous parlez de remaniement, c'est bien souvent du Premier ministre auquel vous pensez. Et puis sinon, je pense de toute façon qu'il y aura un rendez-vous qui sera un rendez-vous d'analyse de ce que nous aurons fait et obtenu comme résultat après les élections qui vont être les élections locales, territoriales, c'est-à-dire à la mi-2015, il y aura forcément un moment d'analyse pour préparer la fin du quinquennat
et pour aller dans le sens de ce que je vous disais il y a quelques minutes. D'accord, donc vous souhaitez que Jean-Marc Ayrault reste, et là vous êtes un peu le porte-parole des députés, là pour le coup, du groupe. En tout cas, les députés ont d'autres choses à faire que de parier sur le prochain Premier ministre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques-uns qui peuvent faire ce choix ici ou là, en se disant je me mets dans les traces de pour peut-être demain avoir des dividendes de cela. Mais la grande majorité du groupe sait que si Jean-Marc Ayrault dure, est populaire, est un Premier ministre qui peut aller jusqu'au bout, c'est parce que nous aurons réussi, c'est parce que nous aurons eu des résultats. Et comme c'est ce que nous souhaitons, c'est le vœu que je formule dans ce début d'année. Vous êtes quand même le premier haut responsable socialiste à souhaiter que Jean-Marc Ayrault reste tout le quinquennat, en tout cas à le dire publiquement, alors qu'on entendait plutôt ces derniers temps un certain nombre de ténors, même de ministres, souhaiter son départ en coulisses. Qu'est-ce qui a changé finalement pour qu'aujourd'hui Jean-Marc Ayrault soit remis en selle de cette façon ? C'est peut-être parce qu'en coulisses, c'est plus facile de se laisser aller à des choses dont on pourrait profiter. Ceux qui souvent parient sur le changement de Premier ministre parient en même temps sur le fait que cela va leur profiter. Moi, je ne me situe pas dans... Vous voulez dire des collègues oui, des collègues, bien entendu. Des ministres, par exemple. Bien entendu, mais quand on tape sur l'épaule d'un journaliste en coulisses en lui disant « Bon, il faudra bien qu'on le change à un moment donné », c'est souvent pour se pousser du coude et pour montrer qu'on pourrait être celui qui pourrait prendre du galon à cette occasion. Manuel Valls, mais les uns et les autres, c'est vous qui savez le mieux, vous parlez des coulisses, c'est vous qui les rencontrez et c'est vous qui êtes le mieux à même de me donner des noms. Moi, je me place du côté des résultats. Je pense que l'année 2014 va être l'année des résultats. Et par là même, ayant des résultats, je pense que cela fait reculer le débat sur le changement de gouvernement et de Premier ministre. Alors, il y a quand même un paradoxe. Effectivement, vous dites que Jean-Marc Ayrault est remis en selle, doit rester jusqu'au bout du quinquennat. En même temps, depuis ce début d'année, François Hollande l'a en quelque sorte ramené à un rôle plus traditionnel de Premier ministre, d'exécutant de la politique du gouvernement, et c'est François Hollande qui a repris la main. Alors est-ce que ça veut dire que finalement, ce sera un Jean-Marc Ayrault remis en selle, mais en quelque sorte, on va dire prolongé, mais un peu fragilisé ? Vous savez, vous pouvez là avoir les analyses que vous le souhaitez. Il y a très longtemps que l'on n'a pas vu un niveau de complicité, un niveau de travail en commun aussi fort entre les deux grandes responsabilités de l'exécutif. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut gêner. C'est que j'ai bien entendu. Alors, ces derniers... Je vais repréciser ma pensée. En fin d'année, Jean-Marc Ayrault annonçait une remise à plat de la fiscalité, annonçait un grand chantier, prenait cette initiative, semble-t-il, avec un soutien relatif du président de la République. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette réforme de la fiscalité. Ça veut dire quoi ? Que c'est uniquement François Hollande qui imprime et qui lance les chantiers. Mais je vais vous décevoir, ça veut dire qu'on y travaille. Ça veut dire que moi, le Premier ministre m'a demandé, tout comme il a demandé au groupe de l'Assemblée de désigner les parlementaires pour travailler dans un groupe sur la réforme de la fiscalité des entreprises, pour travailler dans un groupe sur la réforme de la fiscalité des ménages. Il nous a dit qu'avant la fin de la session ordinaire, il fallait que nous arrivions à des décisions pour une prise en compte dès la préparation du projet de loi de finances de 2015. Et donc, ce n'est pas parce que l'on ne travaille pas, c'est pas parce que l'on ne communique pas que l'on ne travaille pas. Alors, on va donc, revenir... nous travaillons aujourd'hui à la réforme de la fiscalité avec, c'est vrai, je vous l'accorde, un chemin qui a été tracé par le président de la République, qui a été de dire aux entreprises: nous ne déferons pas totalement et nous n'allons pas bouleverser votre environnement et nous allons vers le sens de l'allègement des charges qui pèsent sur vous, et aux ménages, un message clair sur pas d'augmentation de la fiscalité. Alors sur les impôts, donc, nous sommes toujours avec Bruno Leroux, patron des députés PS et invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Alors on va revenir sur la question de ce fameux pacte de responsabilité, sur la question de la fiscalité aujourd'hui, puisque le président réunit le Conseil stratégique de la dépense publique dans un contexte, on peut dire, un peu de cafouillage, puisqu'il y avait certains conseillers avait évoqué des baisses d'impôts, notamment pour les ménages en 2015. Vous-même, d'ailleurs, le souhaitez. Et puis derrière, il y a eu un rétropédalage des conseillers de l'Élysée. Alors, est-ce que vous rétropédalez sur cette question ? Mais moi, je ne rétropédale pas. Je pense que le gouvernement a été prudent sur ses hypothèses de croissance à 0,9% sur l'année 2014. Le ministre de l'économie annonce lui-même qu'il peut y avoir une croissance supplémentaire. 1, j'espère même un tout petit peu plus. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que s'il y a une croissance supplémentaire dans notre pays... Par rapport aux prévisions, d'accord, c'est dans cette hypothèse. Par rapport aux prévisions, elle ne doit pas être affectée à la baisse supplémentaire du déficit. Nous faisons déjà beaucoup, nous respectons les engagements. Ni au financement des baisses de charges. Ni au financement. Elle doit être, en tout cas pour partie, consacrée à la baisse de la fiscalité pour les ménages, et notamment les ménages les plus modestes. Je redis ici que c'est une préoccupation essentielle pour le groupe que je préside.
D'accord. Alors, on va passer maintenant peut-être à la question de ce fameux pacte de responsabilité avec les entreprises et avec encore pas mal de flou, Frédéric Delpech. Oui, alors, mardi dernier, François Hollande exprimait ses vœux aux acteurs de l'économie, c'est comme ça que c'était intitulé, et on a senti à la sortie une certaine déception du patronat et puis une incrédulité des syndicats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, visiblement, pour l'instant, les contours de cette réforme, enfin en tout cas de ce pacte de responsabilité, sont encore assez flous, notamment les 30 milliards, donc 20 milliards seront consacrés au CICE, déjà existant, et reste 10 milliards à financer. Donc pour l'instant, pas de piste très précise. Le président de la République n'a pas donné beaucoup de grains à moudre en plus au patronat, donc on a senti un certain flou s'installer. Écoutez, je ne sais pas si on a senti un certain flou, chacun est dans son rôle, le patronat continue à arborer son badge, 1 million d'emplois supplémentaires, chiche, nous lui avons dit, mettons-nous autour de la table pour en discuter. Moi, le président de la République a donné une date le printemps prochain pour la conférence sociale et arrêter les décisions, arrêter le pacte avec les forces vives. Voilà, avec les partenaires sociaux, suite à la négociation avec les partenaires sociaux. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase où, bien entendu, chacun essaye de montrer un peu ses muscles, d'essayer d'obtenir des choses. Moi, ce que je veux dire au patronat, c'est qu'il doit y avoir forcément, s'il y a discussion, contrepartie. Et que cette contrepartie chiffrée. Mais une contrepartie qui soit fiable, une contrepartie qui soit... On ne va pas... On va faire des efforts, c'est une contrepartie. Non, il faut un engagement sur un chiffre. Oui, il faut un engagement sur un chiffre. Et d'ailleurs, comment se pourrait-il qu'il y ait un engagement sur un chiffre du patronat avant que le président décide d'ouvrir les discussions et que, ouvrant les discussions, le patronat dise « Ah non, le chiffre que nous avons à la boutonnière, nous l'assumons plus ». Il y a des propositions de syndicats, justement, qui proposent de conditionner les abaissements de charges aux embauches, de faire un marquage régulier. Ça, c'est une proposition. Bien entendu, c'est une proposition que nous réfléchirons puisque nous allons être présents dans cette discussion. Et donc, moi, je crois qu'il y a un lors des débats à l'Assemblée. Il y a un chantier de simplification et notamment de simplification fiscale pour les entreprises. Il y a aujourd'hui de multiples impôts, de multiples taxes qui doivent être regroupées. Il y a un chantier sur l'abaissement du coût du travail. Le président de la République l'a ouvert aujourd'hui sur le financement notamment de la protection sociale qui va être ramené sur les ménages sans qu'il y ait d'augmentation. Sur les contreparties, vous souhaitez, vous, que ce soit des contreparties chiffrées, c'est ce que vous dites, entreprise par entreprise ou branche par branche? Parce que c'est pas la même chose. Est-ce que ça doit être un chiffrage par grand secteur d'activité, un chiffrage par entreprise, par petite ou moyenne entreprise? Enfin, quelle est votre option? D'abord, je veux regarder les mesures qui peuvent être des mesures ciblées, des mesures qui donnent des résultats. Je recevais il y a quelques minutes, avant de venir, le président de la CGPME, qui venait me parler des PME. C'est un tissu d'entreprise absolument formidable, essentiel pour notre pays. Et je crois que si nous réussirons demain, c'est notamment en nous appuyant plus sur le tissu des PME. Et lui-même me disait, vous aviez formulé une proposition sur la modulation de l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, s'il pouvait y avoir un impôt sur les sociétés qui soit plus faible pour les sociétés qui font remonter leurs bénéfices à leur bilan en fonds propres, ça aurait un effet tout de suite aujourd'hui sur nos entreprises. Bien ça, c'est une proposition très concrète. Que vous citez, lui-même a dit il y a quelques jours, il n'y a pas de relation directe entre la baisse de charges et la création d'emplois. Donc en gros, les patrons ne peuvent pas s'engager sur des chiffres précis parce que même si on baisse leurs charges, ils n'ont pas les moyens forcément de créer tout de suite des emplois. La première des choses, il faut qu'avec le chantier que nous leur proposons, les chefs d'entreprise rentrent dans le discours de la confiance. C'est important. Ça peut paraître irrationnel comme ça, mais on voit bien que les questions d'investissement dans les entreprises, les questions qui touchent à l'avenir, elles relèvent aussi d'un discours. Le discours qui est celui d'un pays, d'entreprises qui ont confiance dans la politique menée par leur pays. Et donc moi je demande d'abord aux chefs d'entreprise de changer. La première des contreparties, c'est qu'ils changent de discours et qu'ils disent la réalité. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, rien de ce qui avait été fait auparavant n'est semblable pour eux. Que la compétitivité est prise en compte aujourd'hui. Ensuite, il y a l'emploi et l'investissement dans les entreprises comme contrepartie. Et là, il faut discuter des modalités sonnantes et trébuchantes, j'allais dire, de ces dimensions, emploi et investissement. Vous avez reproché récemment au patronat de pleurnicher. Vous lui avez demandé de reconnaître la réalité, comme vous venez de le dire, de participer à l'effort de la lutte contre l'emploi. Concrètement, depuis, rien n'a changé. Le patronat en fait toujours trop peu. Et dans le déclaratif et pas assez dans les faits? Ça dépend. Je trouve, moi, que M. Gattaz a voulu nous mettre au pied du mur, que nous l'avons suivi et qu'aujourd'hui, je le trouve un peu en retrait.
sur ces questions. Et donc je lui dis, quand on dit chiche au patron du MEDEF, je pense qu'il devrait avoir plus d'entrain à se mettre autour de la table et ne pas chercher à pinailler sur les choses. Mettons-nous au service de la France sur la baisse du chômage. Du côté des PME, j'ai le sentiment qu'eux sont aujourd'hui dans une situation de grande ouverture et d'un discours qui est très positif par rapport à ce qu'ils pourraient apporter dans ce cadre d'un pacte de responsabilité, d'un pacte qui soit un pacte d'avenir pour les PME. Et donc là encore, je dis, travaillons avec les PME le plus possible. Et donc moi, je vais sans a priori, je vais sans me dire que j'ai en face de moi les ennemis. Les chefs d'entreprise ne sont pas les ennemis. Les chefs d'entreprise, je ne fais pas de politique avec eux. J'essaye de faire en sorte qu'ils puissent avoir demain des marchés intérieurs qu'ils puissent reconquérir, qu'ils soient meilleurs à l'exportation, qu'ils aient la capacité à avoir plus d'embauches qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et parce que je sais que cela aura des effets sur la croissance de notre pays, sur l'emploi dans notre pays. Et donc, je veux que nous leur tendions la main et qu'ils considèrent que ce geste de confiance doit être valorisé. Les récents discours de François Hollande ont été apparentés à un virage social-démocrate. Est-ce que vous y souscrivez ? Bien entendu. Mais ça s'est apparu comme un virage. Il n'y a même pas de virage ? Mais pour moi, il n'y a pas eu de virage. Lui-même a théorisé autour d'une accélération, mais le virage, on me posait déjà la question quand je venais sur les plateaux pendant la campagne présidentielle en me disant « Mais est-ce que vous pensez que c'est bien à gauche, dans les 60 propositions du candidat, d'avoir les 7 premières propositions qui concernent les entreprises ? Qui concerne la production, oui, c'est pas classique. Généralement, les programmes des candidats socialistes ne commençaient pas par cela. Mais dans la situation où nous étions, le niveau de chômage, la perte de compétitivité des entreprises, il fallait que nous commencions notre programme par dire « Oui, nous voulons changer ce pays. Oui, nous voulons qu'il fonctionne beaucoup mieux. Oui, nous voulons redistribuer. » C'est la gauche. Mais avant tout, il faut retrouver le chemin de l'emploi. Et ceux à gauche qui ont le chemin des de la difficultés croissance. avec cette idée ? Il y a toujours à l'intérieur du Parti socialiste une petite partie. Je peux vous dire que dans mon groupe, le débat est très serein depuis la rentrée maintenant. Tout le monde attend de voir, et notamment la question des contreparties. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'intéresse pas. Elle intéresse beaucoup les membres de mon groupe à l'Assemblée nationale. Mais dans le même temps, je crois qu'ils sont soulagés que nous soyons dans une direction qui soit clairement la direction de dire demain, il faut, pour régler le chômage, créer des emplois. Et pour créer des emplois, c'est les entreprises. Donc on veut les aider. Vous êtes président d'un groupe social-démocrate, donc ? Bien entendu. Je suis le président social-démocrate d'un groupe social-démocrate à l'Assemblée nationale, oui. D'accord. Ah, dis donc, il y en a certains qui se reconnaîtront peut-être pas dans cette définition, très peu, non ? Très peu. À combien ? Et je ne sais pas si les quelques clivages que l'on a connus au sein du groupe peuvent se retrouver parce que chacun prend beaucoup de précautions sur ces questions-là. En ce moment, c'est vrai qu'on entend moins les critiques. Chacun prend beaucoup de précautions sur ces questions-là parce qu'ils sentent bien qu'il y a là une vraie politique qui se met en œuvre et qui est expliquée aux Français. Mais j'ai quelques députés qui peuvent se sentir mal à l'aise aujourd'hui avec ce qualificatif. Quelques seulement. Alors quand même, parce que c'est vrai qu'on entend moins les critiques. Alors peut-être n'est-ce que la perspective des municipales et que tout cela ressortira après les municipales. Là, peut-être qu'en qualifiant le groupe de social-démocrates, vous avancez un peu, non ? Si c'était la perspective des municipales, ce serait déjà de la responsabilité. Et donc moi, j'appelle toujours les députés à la responsabilité, à ne pas montrer des débats qui peuvent les séparer au moment où nous devons être réunis devant les Français dans nos équipes municipales. Mais je considère que ce n'est pas simplement les municipales. Et qu'aujourd'hui, le groupe que je préside a bien conscience d'être pour la gauche dans un moment important. Un moment où on lui a demandé de redresser le pays. Un moment où on se dit toujours, tiens, la gauche, elle n'est pas au fait des réalités. C'est pour ça que d'ailleurs, certains d'entre vous, certains observateurs ont voulu théoriser un tournant. Comme si la gauche étant arrivée au pouvoir serait comme d'habitude très éloignée des réalités, qu'elle se rendrait compte 18 mois plus tard qu'il faut changer. Non. Nous, les réalités, nous les avons pris en compte dès le premier jour de l'élection social-démocrate dès le début, Hollande. mais alors quand même concernant les députés socialistes, il y en a quand même certains d'entre eux, notamment les aubryistes, une partie de l'aile gauche qui a séché le débriefing que vous aviez organisé au lendemain de la conférence de presse. Est-ce que c'est pas quand même le signe que des divergences persistent ? Est-ce que là, vous n'êtes pas un peu trop il devait avoir une réunion parce que depuis je les ai vus. Oui, depuis je les ai vus, depuis j'ai discuté avec eux, depuis... on les entendra plus alors sur le sujet là. Non, on les entendra pour faire des propositions, pour travailler. Moi, j'ai mis en place à l'Assemblée 6 groupes de travail correspondant et au chantier de la fiscalité, et au chantier de la décentralisation, et au chantier de la fin de vie, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Sur tous ces chantiers ouverts par le président de la République, j'ai mis des groupes de travail au sein du groupe socialiste pour faire des propositions et ne pas attendre que le gouvernement nous donne une copie sur laquelle nous devrions nous prononcer. Donc tout le monde est au travail, et ce qui fait l'unité du groupe aujourd'hui, c'est que
tout le monde a accepté de se mettre au travail dans chacun de ces groupes, quelle que soit sa sensibilité au sein du groupe socialiste. Sur ce Patrick pacte Delpech. responsabilité, on a un peu le sentiment que le chef de l'État a peut-être, en tout cas on verra à l'avenir, amorcé une sorte de recomposition de sa majorité politique, à savoir, quitte à acter la rupture définitive avec les communistes, avec le Front de gauche, autant essayer de gagner quelques voix vers le centre. Et effectivement, on a entendu François Bayrou, Jean-Louis Borloo et certains centristes dire que peut-être qu'ils seraient prêts à voter ce pacte responsabilité si, en tout cas, les contours leur donnent satisfaction. Est-ce que pour vous, ça peut augurer donc d'une recomposition de la majorité politique de François Hollande en tendant la main vers les centristes? Écoutez, en tout cas, c'est une chose que pour l'instant, je ne cherche pas à théoriser ou même à dire qu'il y a une recherche politique de notre part. Le président de la République a dit que la responsabilité du gouvernement serait engagée. Le Premier ministre a dit que ce serait très certainement à la fin de la session ordinaire. Nous verrons à ce moment-là ceux qui veulent soutenir la politique mise en place par le gouvernement pour la France. Mais la rupture avec la gauche de la gauche, elle est vraiment actée aujourd'hui. Et en tout cas, ils disent qu'ils voteront contre la confiance au Ils votent gouvernement. contre tous les textes du gouvernement. Et oui, mais qui plus est, quand on vote contre la confiance, oui, on ne peut pas être considéré dans la majorité. Je n'ai pas considéré d'ailleurs que le Front de gauche était dans la majorité tous ces derniers mois. Alors, on attaque la deuxième partie de ce rendez-vous, donc politique des Indes Radio Métro News LCI, toujours avec Bruno Leroux, notre invité. Donc, on va parler de textes en discussion à l'Assemblée. Juste avant, un sujet sur lequel vous ne vous êtes pas énormément exprimé, celui de la Première Dame, alors qui est devenue une affaire publique depuis l'hospitalisation de Valérie Trierweiler, son repos à la Lanterne, donc résidence rattachée à l'Élysée. Que vous inspire sa situation Rien. actuelle? Rien? Rien, c'est une affaire. On peut chercher n'importe quelle entrée pour essayer de se donner bonne conscience en rattachant ça à un problème public. Pour moi, ce reste un problème privé. Et donc, je ne veux pas participer à quelque chose qui, dialectiquement, que vous reliriez aujourd'hui à une affaire qui deviendrait publique. Pour moi, nous sommes dans une affaire totalement privée. Le président de la République a dit qu'avant son déplacement à Washington, c'est-à-dire le 11 février, les Français en sauraient plus sur la façon dont cette situation se là, vous parlez réglait. d'aspect privé, mais il y a quand même un aspect plus public, c'est qu'elle est quand même à la Lanterne, donc résidence rattachée à l'Élysée. Et puis par ailleurs, d'autres, alors François Rebsamen, encore lui, a proposé justement de profiter de cette affaire pour abolir le statut de Première Dame, pour qu'il n'y ait plus de Première Dame, plus de secrétariat, plus de bureau de conjoint. Est-ce que vous partagez cette opinion? Mais ça tombe bien qu'il dise ça, François Rebsamen. Il n'y a pas de statut. Oui, mais il y a quand même des moyens. Il y a quand même des moyens, un bureau, un secrétariat. Est-ce qu'il faut supprimer tout ça? Peut-être, mais essayons d'être précis sur les mots. Il n'y a pas de statut de la Première Dame en France et je ne propose pas que quand on vote à l'élection présidentielle, on vote pour un couple. D'accord, mais par rapport à l'existant, est-ce qu'il faut supprimer ce qui existe? Le bureau, le secrétariat, les déplacements, les voyages avec le président? Mais en tout cas, le limiter. Mais là encore, partons de la réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui ces moyens? Parce qu'il y a un certain nombre d'associations, parce qu'il y a un certain nombre de Français qui s'adressent à la femme ou à la compagne du président de la République pour l'inviter, pour faire en sorte qu'il puisse... Je pense que cela doit être limité, en tout cas que quand cela se fait, ça ne peut être que parce que le président de la République, à un moment donné, en est d'accord, ou il ne peut pas y avoir, de ce point de vue-là, une représentation officielle. Oui, mais le président visiblement était d'accord, puisqu'il n'a pas réformé le statut de la Première Dame. Mais dans le même temps, lui-même et elle a fait beaucoup de déplacements. Mais dans le même temps, lui-même a dit qu'il fallait limiter toutes ces choses-là, et je pense qu'il a raison. D'accord, il a raison, mais par rapport à ce qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, bien entendu, il a dit qu'il fallait... Il a dit, mais vous... Mais en limitant les moyens, et en limitant les déplacements, et en limitant ce qui n'a pas à être une vie publique, qu'il n'y a pas de vie publique, il doit y avoir une vie privée, bien entendu, respectée. Cela pose aussi la question, par là même, de la capacité qu'elle doit avoir demain ce qu'on appelle une première dame, en tout cas la compagne ou la femme d'un président de la République, ou le compagnon d'une présidente de la République, à mener sa vie professionnelle, on ne peut pas d'un côté interdire de mener une vie professionnelle et ne pas accepter qu'il y ait une part d'activité qui soit menée dans sa vie publique. Donc pour vous, il faut supprimer les activités de la vie publique, si je comprends bien. Je pense en tout cas qu'il faut les limiter très fortement, bien entendu. Est-ce qu'on peut imaginer un président célibataire ? Est-ce que ça vous surprendrait? Est-ce que ça vous choquerait? Imaginez-le, moi je peux l'imaginer. En tout cas, vous imaginez un François Hollande célibataire, par exemple? Mais on peut imaginer, je ne veux pas aller plus loin en vous disant cela, mais on peut imaginer un président de la République avoir la vie privée qu'il souhaite dans toutes les dimensions, sur chacune des dimensions. Et moi, je ne vois pas de barrière à rien
qui relèvent de la vie privée. On comprend bien que vous ne voulez pas beaucoup intervenir sur ce sujet. Cela étant dit, il semble que dans l'entourage de François Hollande, il y ait plus ou moins deux types de soutien à ceux qui pressent le président de trancher au plus vite, parce que ça pourrait nuire à terme sur son image personnelle, notamment sa popularité dans les sondages, par exemple, et puis parasiter également cette séquence actuelle avec le pacte de responsabilité, puis ceux qui préfèrent se tenir à l'écart. Écoutez, il n'y a dans ce pays qu'une seule personne qui sache en même temps quel est l'équilibre à trouver entre ce qui est sa vie privée, la façon dont il est dans ce cadre-là, et en même temps les implications que cela peut avoir dans le cadre public. C'est le président de la République et je me garderai bien de lui donner le moindre conseil sur ces questions. Quand Bernadette Chirac dit prendre part à la tristesse de Valérie Trierweiler, quel commentaire ça vous inspire ? Je ne fais pas de commentaires, je ramène cette Vous chose-là. aussi, vous prenez part aussi à la tristesse de Valérie Trierweiler ? Je ne veux pas, en disant oui ou en disant non, je ne vois pas ce que cela apporterait au débat. Je souhaite toujours, puisque vous nous aviez dit qu'elle était très fatiguée, nous avons su qu'elle avait été hospitalisée, j'ai souhaité la meilleure des santé, bien entendu, à Valérie Trierweiler, et pour autant, je ne veux pas aller plus loin dans ce qui pourrait être considéré comme des jugements. Alors, pour terminer quand même sur les moyens, parce que vous disiez le moins de moyens possible, puisque que la Première Dame ait le moins d'activité publique possible, le fait qu'elle reste à la lanterne. Je ne pense pas que cette situation, c'est une situation qui vise, elle est aujourd'hui la compagne du président de la République, rien ne nous a été dit sur cette question, elle est dans un endroit où elle se repose, je ne vois rien à dire de plus sur cette question. Bon, alors, on a parlé de l'image de François Hollande, d'éventuels impacts sur son image. Vous pensez que ça en aura d'ailleurs des impacts sur son image, cette affaire ? Pour l'instant, ce que nous disent les Français est plein de bon sens sur cette affaire. Ils en font une affaire privée. Je crois qu'ils ont bien raison. Alors, en revanche, il y en a un autre qui a un petit peu baissé dans les sondages. C'est Manuel Valls, qui vient de perdre 6 points dans certains classements, 7 points dans d'autres, suite à son combat contre Dieudonné. Comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il s'est trop mis en avant sur ce terrain contre Dieudonné ? Mais heureusement que Manuel, on peut heureusement quoi, qu'il perd des points ou qu'il s'est mis en avant ? Non, heureusement qu'il ne fait pas son action politique et qu'il ne modèle pas son action politique sur un baromètre. Je comprends bien entendu que tout le monde cherche à être le plus populaire possible. Mais enfin, si cela devait se faire au détriment de la propre action que l'on doit mener au nom de l'État, et je trouve que Manuel Valls a été courageux, qu'il a engagé un combat qui n'était pas un combat gagné d'avance, et qu'il y avait une part de combat politique dans ce qui a été vu comme étant des éléments juridiques, et qu'il fallait faire le pari de la puissance qui était celle de la mise en action de l'État sur cette question, de la volonté de l'État à ne pas laisser les insultes, à ne pas laisser les mises en cause racistes, à ne pas laisser les mises en cause xénophobes, les mises en cause antisémites avoir place publique. Au risque d'être perçu comme un combat personnel. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on ne mène jamais de combat personnel. Et moi, j'ai toujours pensé que le combat de Manuel Valls, il le menait en mon nom. Il le menait au nom de la République, il le menait au nom de tout le monde. Quand on est ministre de l'Intérieur, on ne mène pas un combat personnel sur ces questions. Il y a eu une implication qui était une implication courageuse, mais ce qui est courageux, ce qui est du domaine de l'implication personnelle, n'est pas forcément de l'individualisme, surtout dans ce type de situation. D'accord, donc il a bien fait, c'était le bon dosage, pas de commentaire. Sur Manuel Valls, en revanche, une petite question sur les chiffres de la délinquance qu'on connaît aujourd'hui, avec des chiffres qui sont quand même en demi-teinte, parce que certes, il y a une stabilisation des vols à main armée, mais concernant par exemple les cambriolages, une hausse de 6%. Alors est-ce que pour Manuel Valls, c'est des chiffres qui sont un petit peu ennuyeux, alors que ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est aux affaires ? D'abord, je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de bons chiffres sur la question des violences aux personnes. Et c'est véritablement quelque chose d'important pour notre société que d'arriver à faire baisser ce qui touche dans leur chair les Français, les attaques qui sont menées contre eux-mêmes. Il y a en même temps une politique qui est menée pour essayer de lutter contre les trafics, contre les réseaux. Je sais très bien les conséquences que cela a sur le terrain. Les conséquences que cela a sur le terrain, quand on essaye de démanteler des économies, c'est d'essayer dans un premier temps d'aller trouver des ressources ailleurs, et notamment
des cambriolages. Et les cambriolages, il faut bien entendu les éviter, mais... D'accord, c'est la conséquence, vous dites. Oui, du reste. c'est souvent la conséquence de politiques qui sont menées et qui visent à prendre le pas sur les réseaux et sur un fonctionnement économique où ensuite, une fois qu'on a cassé ce fonctionnement économique, eh bien, il y a de la recherche par les délinquants d'autres moyens. Donc je vais attendre l'analyse qui est celle du ministre de l'Intérieur parce que je ne l'ai pas encore entendue sur ces chiffres. Mais j'aurai à cœur de regarder les résultats aussi dans les zones de sécurité prioritaires, parce qu'il a défini des territoires qui sont des territoires concernés. Moi, j'observe que sur ces territoires, il y a une amélioration des questions liées à la sécurité. Et donc, je lui demande de continuer, je lui demande de persévérer, je lui demande de mener une lutte implacable contre les réseaux mafieux qui contrôlent aujourd'hui le commerce de drogue dans les quartiers les plus en difficulté. Et je lui dis que s'il continue à faire cela, alors nous avons l'espoir de continuer à faire baisser les violences aux personnes, qui là est un indicateur particulièrement encourageant. Alors, on va passer maintenant au texte débattu à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, le non-cumul adopté hier, Christophe Joly. Le non-cumul devrait donc être une réalité en 2017. Vous qui n'avez jamais été cumulard, est-ce que vous comprenez les freins exprimés dans les rangs socialistes ? Y compris à l'Assemblée d'ailleurs. Pas qu'au Sénat. Je l'ai été, mais il y a longtemps, et j'ai essayé d'expliquer. Alors bien entendu que je comprends. Vous savez, moi, quand j'ai commencé au début des années 80 à faire un peu de politique localement sur mon terrain, celui qui était mon prédécesseur était député, il était maire, il était conseiller général et il était conseiller régional. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait cumuler 4 mandats. Cela paraît comme quelque chose de totalement impossible aujourd'hui, anachronique. On se dit, mais un seul homme ne peut pas faire cela. Mais pourquoi le faisait-il lui et beaucoup d'autres ? C'était simplement parce que quand on est sur un territoire, on veut maîtriser le pouvoir. Et une des meilleures façons de maîtriser le pouvoir, c'est de ne pas le partager. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne autour. Eh bien, la conception que nous avons dans ce projet de loi, c'est une conception de renouvellement, de rajeunissement, de parité, mais aussi de partage du pouvoir au niveau local avec des élus qui devront avoir des responsabilités clairement établies pour nos concitoyens. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et moi, j'ai essayé d'expliquer à mes collègues qu'ils ne perdraient rien en contact avec le terrain, qu'ils auraient tout à gagner. Du pouvoir. Oui, bien entendu, il va falloir partager. Un député, localement, peut-être travaillera avec un maire. Ça veut dire que ces 4 mandats étaient mal exercés, selon vous ? Non, je ne crois pas, parce que bien souvent, il donne des moyens. Quand on est maire, quand on est député, on a des moyens et on peut s'occuper des autres. Et d'ailleurs, les études ont montré, j'en lisais encore une qui a été publiée il y a très peu de temps, que les députés qui cumulaient à l'Assemblée étaient des députés très actifs, étaient des députés très compétents. Et pour autant, moi, je n'ai jamais mis en avant le fait que ne pas cumuler, ça donnait plus de compétences. Je pense que ça amènera à un fonctionnement différent de notre démocratie, que l'on sera amené à être plus présent encore à l'Assemblée nationale, que la fonction de contrôle de l'Assemblée nationale sera encore une fois développée. Et donc, c'est un fonctionnement nouveau de nos institutions. Certains à droite disent qu'ils reviendront sur ce texte en 2017. Ça vous paraît crédible ? Je crois ce qu'a dit le président de la République, c'est que ça fait partie des réformes. On parlait, je ne veux pas faire le parallèle, mais sur les grandes réformes de société, le mariage pour tous, ils nous ont dit aussi qu'ils y reviendraient, avant de dire que bien entendu, ils n'y reviendraient pas. Sur le cumul des mandats, je ne vois pas pourquoi ils iraient à l'encontre de quelque chose qui est déjà voté et qui en même temps est très populaire dans l'opinion, à juste titre. Oui, c'est-à-dire... Sur ce cumul, juste une petite question. Est-ce que vous saluez le fait que, par exemple, 5 députés du Front de gauche aient voté pour et les 2 députés du Front national ont également voté pour ce texte sur le non-cumul ? On le fait peut-être avec des raisons très différentes. Donc moi, je veux saluer le fait que, alors qu'on me disait qu'au groupe socialiste, ça allait être particulièrement difficile parce que nous étions des cumulards, parce que j'ai eu beaucoup d'expressions. C'est pour 2017, donc ça aide peut-être aussi. Ça a aidé, à l'évidence. Ça a aidé parce que cela a permis aux députés d'aller jusqu'au bout des mandats pour lesquels ils se sont engagés. C'est vrai que quand ils ont été candidats au poste de député, voire au poste de maire la fois précédente, cette règle n'existait pas et ils n'ont pas réfléchi en termes de succession. Là, cela leur permet d'aller au bout de leur mandat obtenu et de réfléchir à la façon dont ils vont mettre en place leur succession. C'est une concession, même si je trouve que voter une loi et ne pas l'appliquer au premier renouvellement... C'est dommage, alors vous auriez préféré... En tout cas, oui, bien entendu, c'est la brouille pour les Français, mais ça je l'avais dit, c'est une conception notamment que nous avons fait à nos collègues sénateurs, qui auraient d'ailleurs dû les amener à avoir un vote plus enthousiaste. Dernière question, Frédéric. Il y a un texte extrêmement sensible à l'Assemblée, donc une modification, une proposition pour modifier la Constitution afin d'adopter la charte régionale des langues
la charte européenne, précisément. Et donc, il y aura un vote mardi, un vote solennel. Et il faut savoir, bien évidemment, qu'il faudra après peut-être aller au Congrès avec une majorité des 3/5. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de résistance sur cette adoption, notamment certains à droite qui, comme par exemple Henri Guénaud, estiment que institutionnaliser le communautarisme linguistique, ça va déboucher sur favoriser le communautarisme régionaliste, ethnique ou religieux. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Non, je ne partage pas. J'ai déposé avec Jean-Jacques Urvoas un texte qui n'a pas vocation à aller au bout sous cette forme. Puisque vous savez qu'une proposition de loi, et là nous discutons d'une proposition de loi, si nous voulions qu'elle soit ratifiée, devrait passer par un référendum. Et je ne propose pas de faire un référendum. Mais j'ai proposé au gouvernement que nous regardions à notre initiative quelle était la majorité dans l'hémicycle. Parce que les groupes sont divisés. Le mien est aussi divisé très majoritairement pour l'adoption de cette charte sur les langues régionales, mais dans le même temps avec une forte minorité contre. La droite, je pense que ce sera le même cas de figure. Et dans tous les groupes, il y aura cette ambivalence sur ces deux textes. Moi, je ne vois pas de danger. Je pense que les langues régionales appartiennent aujourd'hui à notre patrimoine. Que nulle part sur le territoire, on ne demande leur co-officialité. Que nulle part, on ne demande à ce que le français soit remplacé par une langue régionale. Mais que partout, on a peur de voir disparaître ce qui est une des racines de notre France. Et la République s'est bâtie avec ces langues régionales. Et je pense que nous ne devons pas en avoir peur. Ça fait partie d'un patrimoine qu'il faut préserver et c'est à ce titre que je pense que cela n'a aucun danger pour notre République. Il faut quoi ? Qu'il y ait 400 députés qui votent à l'Assemblée mardi prochain pour qu'on puisse envisager un congrès après ? Non, c'est pas 400, c'est un petit peu moins. C'est les 3/5. Et que tout le groupe socialiste, parce que là vous parliez justement que votre rôle qui était là pour amener justement le groupe socialiste à entre guillemets peut-être bien voter, alors que tout le groupe socialiste vote ce... Je vous l'ai dit, il n'y aura pas l'unanimité au groupe socialiste sur ce texte. Oui, justement, et pour autant, j'ai clairement dit, je sais qu'il y a des députés pour, je sais qu'il y a quelques députés contre, et j'ai dit à tous ceux qui s'interrogeaient de venir en discuter avec moi d'ici mardi prochain. Et je suis bien entendu à leur disposition, mais je crois que c'est quelque chose... Vous ne faites pas d'illusions sur le sujet. Mais je n'ai pas en tout cas, je peux vous faire la prévision que je pense qu'il y aura une majorité très forte à l'Assemblée nationale, et que je pense que cette majorité permettra d'envisager la convocation possible d'un congrès pour adopter la ratification de cette charte. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes d'émission. On est toujours avec Bruno Leroux pour les questions des radios. Alors, la première va vous être posée en live, si l'on peut dire, par Philippe Gau. Alors, Philippe Gau, fondateur de la radio Forum et président du CIRTI, syndicat des radios et télé indépendantes, qui est en train de nous rejoindre. Voilà, c'est fait. C'est fait. Sa question concerne un sujet d'inquiétude pour les radios indépendantes. Oui, Bruno Leroux, bonjour. Bonjour. Le monde des radios indépendantes, c'est-à-dire un monde de PME, vous en avez parlé tout à l'heure, est en émoi. Alors, juste 2 mots sur les radios indépendantes, puisque vous êtes aujourd'hui l'invité des Indés Radios. C'est une organisation économique et plus que ça, éditoriale aujourd'hui, des radios indépendantes. Le monde des radios indépendantes, c'est au moins 150 PME, 2500 salariés, 500 journalistes sur tout le territoire, parce qu'un de nos points forts, c'est la proximité. Alors pourquoi sommes-nous en émoi ? Eh bien, c'est une récente décision du CSA qui ébranle tout notre secteur en cassant, de fait, le plafond de concentration. Un plafond de concentration qui est dans la loi sur l'audiovisuel. Et qui d'ailleurs a été défendu par le Parlement au fil des législatures précédentes. Ça nous a semblé un sujet non partisan, puisqu'aussi bien au cours d'une législature de droite que de gauche, les parlementaires, en particulier à l'Assemblée nationale, se sont opposés au relèvement ou à la suppression de ce plafond. Alors, comment fait le CSA ? Eh bien, nous considérons que c'est un subterfuge technique qui, par une modification d'une méthode de calcul, donne aux principaux groupes qui ont déjà beaucoup de fréquences dans le secteur de la radio la possibilité d'obtenir encore plus de fréquences, peut-être de se racheter ou de s'échanger entre certains réseaux, et puis surtout de s'attaquer, comme ils ont pu le faire il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années déjà, aux radios indépendantes en rachetant les unes et en cassant notre secteur. Alors voilà, la question alors. Donc. La question... Vous me coupez dans mon élan, mais je pense qu'il fallait expliquer ceci et aussi rappeler que la loi Filippetti sur l'indépendance de l'audiovisuel public qui a été débattue au Parlement il y a quelques mois et adoptée aurait été peut-être l'occasion de toucher à ce sujet, mais
Ça n'a pas été fait, et une fois de plus, le Parlement a maintenu le plafond de concentration. Et donc aujourd'hui, on est face à une décision du CSA qui, puisqu'on n'a pas pu relever le plafond de concentration, eh bien, on diminue artificiellement la couverture des grands groupes. Est-ce que justement, vous n'avez pas l'impression que le Parlement a été un peu contourné dans cette affaire ? Écoutez, chacun est jaloux de ses prérogatives. Le CSA assume les siennes, des prérogatives qui sont d'ailleurs renforcées, ont été renforcées pour le CSA par la loi que nous avons votée il y a quelques mois sur l'audiovisuel. Et pour autant, je pense que sur cette question des plafonds de concentration, c'est à la loi de faire les choses. Et je le dis, j'ai du mal à comprendre la décision du 11 décembre dernier du CSA. Et c'est vrai qu'on peut chercher à jouer. Mais enfin, si la loi fixe les seuils de plafond de concentration, c'est bien aussi que si on modifie les modes de calcul, on arrive à bouger les seuils. Et donc, je crois qu'il ne faut pas financer. Tout ce qui relève des plafonds de concentration, dans l'analyse qui est la mienne, doit passer par la loi. Et donc, c'est pour cela que je souhaite au niveau du groupe qu'il puisse y avoir cela de rappelé. Je sais qu'il y a une action qui est entamée aujourd'hui juridique devant le Conseil d'État de la part des radios indépendantes. Et pour autant, j'en fais moi une question qui est une question beaucoup plus politique. Et je pense que nous devrions aller très vite pour tomber d'accord sur l'idée que cette chose doit relever de la loi et que la loi n'entend pas le modifier pour l'instant. D'accord, donc concrètement... Et quand je dis pour l'instant, c'est sans aucun projet de modification, parce que bien entendu, la question des radios indépendantes est fondamentale, elle participe de la vitalité aujourd'hui de ce que sont nos médias, qu'elle doit être préservée, parce que c'est vrai que les concentrations aujourd'hui peuvent les mettre à mal dans beaucoup d'endroits, et que donc la loi a pour objectif de protéger, et notamment dans les seuils qui ont été aujourd'hui validés dans les précédentes lois, et donc je n'entends pas aujourd'hui que nous cédions à quelque chose qui pourrait mettre en danger ces radios indépendantes. D'accord, ce qui était vos prérogatives, donc il faut revenir, si je comprends bien, puisque vous considérez que ce sont effectivement les prérogatives de l'Assemblée, que la loi n'a pas à être changée, que le CSA a dépassé le cadre de son champ d'action. Oui, voilà, donc je suis aujourd'hui en discussion avec les ministères qui sont concernés pour regarder l'analyse et l'action que nous pouvons avoir sur cette question. Vous avez compris, Bruno Leroux, que on attend, et votre réponse, je dirais, nous donne de l'espoir. On attend une décision qui soit dans un temps politique, puisque le recours que nous avons introduit au Conseil d'État peut prospérer dans 18 mois, dans 2 ans. Et d'ici là, si la décision du CSA a été maintenue, on assisterait à une destruction du secteur des PME. Je l'ai bien compris, mais c'est pour cela que je place la question non pas uniquement sur le fond, mais aussi sur la forme, et que je pense que s'agissant des prérogatives du Parlement, elles ont été, en tout cas pour les éléments d'analyse qui sont les miens aujourd'hui, elles ont été empiétées. Merci. Nous n'avons jamais été déçus par le Parlement. Donc nous comptons sur vous. Merci Philippe Gault. Alors on va passer maintenant à une autre question. Voilà, alors celle-ci sous forme d'un petit magnéto. Question de Radio Orient posée par Loïc Barrière sur un tout autre sujet. Bonjour Bruno Leroux. Jean-Marc Ayrault a été très critiqué lors de la remise du rapport sur l'intégration, notamment en raison de la proposition qui remettait en question le voile à l'école. Pourtant, les auteurs du rapport appelaient aussi la France à assumer la dimension arabo-orientale de son identité ou demandaient qu'on valorise l'enseignement de la langue arabe. Alors pensez-vous que l'ensemble de ce rapport doit être enterré ? C'est toujours quelque chose de compliqué parce que le statut des rapports, ce n'est que des rapports. Et là encore, c'est le parlementaire qui vous le dit. Il y a quelquefois des rapports parlementaires dont on voit bien qu'ils ne donneront pas lieu à transcription de toutes leurs recommandations. Il y avait dans le rapport qui a été mis de façon, j'ai trouvé un peu imprudente, sur le site de Matignon, sans qu'il y ait les explications nécessaires, il y avait des propositions qui ne vont absolument pas le sens de l'idée que je me fais du fonctionnement de notre République. La question, c'est faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain, en clair ? Non, mais dans le même temps, quand il y a un rapport qui commence à vivre comme ça, généralement, il vit mal. Et la façon dont... la seconde chose, c'est que moi, j'ai des députés qui sont particulièrement compétents sur ces questions d'intégration. Je veux bien qu'on aille toujours à l'extérieur chercher des idées, mais moi, je souhaite de l'intérieur, c'est-à-dire du groupe socialiste, faire émerger des propositions. Il y en aura ? Razi Hammadi vient de faire une proposition sur l'action de groupe en matière de discrimination, que
nous allons discuter dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux pour regarder la façon dont nous pouvons avancer. Ça peut être une avancée réelle. Nous travaillons aujourd'hui sur une question qui certes est connexe mais importante sur l'asile dans notre pays, avec une réforme auquel le groupe souhaite participer avec un rapport qui a été fait par Jean-Louis Touraine. Il y a des propositions du gouvernement sur l'intégration en matière de titres de séjour, de pluriannualité, de capacité à mieux avoir un parcours de vie et à s'inscrire dans un parcours de vie au sein de la République. Donc je crois aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un certain nombre d'idées qui ont été mises en exergue là pour avancer sur la question de l'intégration. Que le Premier ministre se tourne vers le groupe socialiste et non pas vers des auteurs de rapports. C'est toujours ce que je lui dis. Jean-Marc tourne le toit d'abord vers les compétences des 292 députés socialistes et il le fait d'ailleurs très régulièrement. Alors il nous reste 3 minutes 30 d'émission. Peut-être dernière question, Christophe Joly, sur un tout autre sujet auquel vous vous êtes beaucoup intéressé. Le contrôle des armes. Vous avez longtemps travaillé dessus, beaucoup, sur la base des faits d'actualité qui ont émaillé l'actu ces derniers mois, ces dernières semaines. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, peut-être via une proposition de loi pour contrôler les armes ? Il y a d'abord un travail qui a été fait de façon très très fouillée, très très poussée avec les utilisateurs d'armes à feu pour faire en sorte que des précautions soient prises, pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas être volées, pour faire en sorte, on sait que le premier motif aujourd'hui c'est le vol dans les cambriolages dont nous parlions tout à l'heure. À l'intérieur d'un cambriolage, il y a souvent le fait qu'on a cambriolé aussi avec une arme à feu, qu'on est reparti avec une arme à feu dont on va se servir ensuite pour des méfaits. Et donc je suis toujours aujourd'hui soucieux du surarmement dans nos sociétés. Pour autant, je pense que la France a su prendre ces dernières années des mesures, et ce, quelles que soient les majorités, pour permettre une limitation, pour permettre un contrôle des armes à feu. On peut aller plus loin. Il y a des fichiers à tenir, ils sont prévus aujourd'hui par la loi, il y a des choses qui peuvent encore améliorer. Et vous ne le préconisez pas nécessairement ? Moi, je continue à penser que quand on n'a pas une bonne raison de détenir une arme à feu, on ne devrait pas avoir le droit d'en posséder une. Et ceux qui ont des bonnes raisons de détenir des armes à feu, pour moi, c'est ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique, les gendarmes, les douaniers, les policiers, mais c'est aussi les chasseurs, c'est les collectionneurs, c'est qui ont une raison d'en avoir. Mais je suis toujours, moi, sur cette idée où je souhaite que l'on ne cède pas individuellement à l'armement en pensant que cela sert à quelque chose pour se défendre, alors que bien souvent, c'est tout le contraire. Dernière question de Frédéric Delpech. Alors, petite question, ce jeudi, François Hollande met en place le Conseil stratégique de réduction des déficits. On en a parlé. On en a un petit peu parlé. Valérie Pécresse, donc à l'UMP, estime que de toute façon, tant qu'on ne touchera pas aux fonctionnaires, au nombre de fonctionnaires, qui sont en gros 50% de la dépense de l'État, eh ben, on ne pourra pas réduire de manière drastique la dette française. Est-ce que ce tabou peut évoluer ? Réponse courte. Oui, mais nous avons pris des choses qui d'ailleurs ne font pas plaisir aux fonctionnaires. Nous travaillons avec eux, nous avons essayé de revaloriser les catégories les plus basses au niveau des fonctionnaires. Mais, on parle de réduire le nombre là. Oui, mais nous avons décidé d'en limiter l'augmentation de la masse salariale. Ça veut dire réduire le nombre dans un certain nombre d'administrations, mais ça veut dire ne pas le faire de façon imbécile avec un coup de rabot comme c'était fait auparavant. Oui, nous assumons que nous allons réduire le nombre de fonctionnaires dans un certain nombre de domaines tout en augmentant par exemple le global, l'éducation le nationale. Mais l'éducation nationale, non. Le total, nous avons un objectif qui est de contenir l'évolution de la dépense salariale de l'État. Contenir et non pas diminuer. Mais vous savez, le service public, c'est important pour les Français et nous pensons qu'il y a des économies à faire et que ces économies à faire sur le fonctionnement de l'État ne sont pas forcément des économies dans la suppression des fonctionnaires. Merci Bruno Leroux d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radio Métro News LCI. C'est la fin de cette émission.